On va pouvoir commencer pour cette présentation. Donc, Christophe Brinchveller, Cédric Ravalec. voilà, donc on est heureux de pouvoir vous présenter ce workshop, donc cette présentation. Je te Alors laisse te qu'est-ce qu'on présenter. fait? Alors, je te Ouais, laisse c'est te ça. présenter, Ok, et ça puis marche. après je me présenterai, puis on enchaînera sur la présentation. D'accord. Et puis on vous présentera la boîte en fin de présentation. Alors en ce qui me concerne, j'ai comme responsabilité toute la stratégie cloud et IoT au sein du groupe Smile, qui est une ESN. Euh, et donc voilà, donc je m'occupe de manière transverse au sein du groupe toute la stratégie cloud et IoT, et je suis impliqué dans toute la partie sustainability, parce qu'avec le cloud, il y a tout un enjeu autour de la sustainability, d'où ma présence aujourd'hui. Voilà, donc Christophe Brinchveller, moi je suis directeur de la BU Embedded and Connected Systems chez Smile. Donc on fait à la fois de l'embarqué et on participe au projet de IoT avec nos collègues de Smile qui vont plutôt travailler sur du cloud du développement digital sur du web ou des applications mobiles notamment. Donc, comme vous le voyez sur la présentation, donc on est présent au SIDO. On a un stand là juste derrière vous. Donc, n'hésitez pas à venir. On a quelques démonstrations qui montrent un petit peu notre savoir-faire. Donc, venez nous interroger. On aura plaisir à pouvoir vous les présenter. Donc, on vient au SIDO à peu près tous les ans. D'ailleurs, je dis à peu près, mais c'est pas vrai. On vient vraiment tous les ans. Donc, on a cette opportunité de pouvoir vous présenter des sujets qui nous sont à cœur. Et là, cette année, en fait, on a souhaité faire un focus sur la sustainability, comme tu disais, Cédric, et de pouvoir faire un focus sur la part du logiciel embarqué, en fait, donc la partie embedded, et de voir un petit peu qu'est-ce que peut faire ce logiciel embarqué vis-à-vis de pouvoir prendre en considération tout ce qui va être impact environnementaux. Alors on peut aussi expliquer Vas-y. pourquoi ce sujet-là chez Smile, parce que Véronique Turner, qui est PDG d'une de nos filiales qui s'appelle Alterway, qui fait de l'hébergement et de l'infogérance, est aussi administrateur au sein de Numéum, qui est le syndicat des sociétés de services informatiques en France. Et au sein de Numéum, elle a en charge le numérique responsable. Donc, et elle fait partie du COMEX du groupe. Et donc, il y a toute une organisation au sein du groupe Smile, portée par Véronique, pour qu'il y ait cette dimension interne, externe, autour de numérique responsable au sein de Smile. Et l'entité que porte Christophe sur la partie embarquée est donc concernée par le sujet. Voilà. Exactement. Et effectivement, donc tu cites Véronique Turner. Elle est aussi à l'initiative de Planet Tech Care. Donc je vous invite à pouvoir faire une recherche sur cette initiative et qui va effectivement sur l'idée d'un numérique plus responsable. Et on va pouvoir parler de ces sujets-là pendant la présentation. Alors, vous voyez un petit déroulé que vous avez pu voir pendant que Cédric vous parlait. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu de quoi on parle et de resituer un petit peu le contexte. Le contexte, il est assez simple. Alors, quand on parle du numérique et de l'aspect impact environnemental, etc., c'est pas forcément le premier secteur qui vient à l'esprit. Il y a des secteurs comme le transport, l'énergie, etc., qui sont peut-être plus dans la tête des gens. Il n'empêche que, on le verra avec des chiffres à la clé plus tard, que la tech, au sens plus large du numérique, le numérique, voilà, la tech serait un numérique un petit peu plus augmenté, où on va retrouver un petit peu plus des choses un petit peu plus larges que dans le numérique. Eh bien, ça a un impact qui n'est pas négligeable, et on va le voir aussi, qui est en forte croissance, comme on pourra le voir par la suite. Alors, quand on parle de green à l'intérieur du numérique, il y a en gros trois démarches. Voilà, et on a choisi dans cette présentation de pouvoir se focaliser sur une de ces démarches. Malgré tout, on va pouvoir parler de l'aspect green IT. En fait, c'est l'idée de dire le numérique aujourd'hui a un impact et on va essayer finalement, par des améliorations, de faire baisser cet impact. Je vous invite à pouvoir télécharger notamment un livre blanc là, qui est sorti cette année, qui s'appelle GreenOps. L'idée, c'est justement sur tout ce qui va être hébergement, infogérance, de voir quel impact vertueux on peut avoir dans le choix d'une architecture, d'un lieu de stockage, etc.,
pour aller vers justement un numérique qui soit un petit peu plus vertueux, efficient du point de vue de l'impact environnemental. Donc ça, c'est plutôt le côté Green IT, c'est-à-dire d'être en capacité de faire mieux, de faire la même fonctionnalité, mais finalement un petit peu mieux du point de vue de l'impact. Il y a l'autre dimension, c'est l'IT ou le Tech for Green, qui ne sera pas traité là, mais je peux déjà en parler. C'est finalement, et l'IoT est un très bon vecteur pour ça, c'est finalement, on ne maîtrise que ce qu'on mesure, et comment est-ce qu'on mesure? C'est justement grâce à notamment de l'IoT et des capteurs pour remonter des informations. Et là, le Tech for Green, donc une des démarches, c'est de mettre en place du numérique pour être capable, in fine, d'aller vers un impact environnemental moindre. Voilà, donc ça c'est la partie Tech for Green. On pourrait peut-être l'année prochaine traiter ce sujet-là au moment du SIDO. En tout cas là, pour cette intervention, on va plutôt se focaliser sur la partie Green by Design. Donc ça c'est un autre sujet, donc on green, 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 etc. Là c'est le Green by Design qui en bon français va pouvoir se traduire par de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'au moment de la conception d'un système au sens large, système numérique au sens large, on va prendre en compte l'impact environnemental du système que l'on est en train de développer. Et justement, on va voir les différentes étapes à prendre en compte et quelles sont les démarches qui permettent d'aller vers quelque chose de plus vertueux, avec le jeu de mots qui va bien. Et on fera un focus, bien sûr, sur la part du logiciel embarqué, en se posant les questions que vous avez pu voir là. C'est finalement moi, en tant que développeur, concepteur de logiciel embarqué, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est quoi les commandements, les règles que je vais pouvoir mettre en place pour aller vers quelque chose de plus vertueux, en tout cas réduire l'impact environnemental. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose de vous présenter. Alors déjà, premier point, c'est finalement la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. Alors l'idée, c'est pas du tout d'être partisan, c'est pas du tout d'aller sur des débats, je dirais trop partisans sur le sujet. C'est finalement à travers quelques chiffres et puis une situation en plus. Alors l'actualité de cette année a pu bien mettre en avant les choses, mais ça date pas de cette année, bien sûr. Et on a un certain nombre de données scientifiques qui nous montrent qu'effectivement, on a un réchauffement global. Et d'ailleurs, la lutte contre les changements climatiques sont dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Il se trouve que c'est le 13e, là, donc je vous invite à pouvoir les regarder ou les revoir si vous les connaissez déjà. Et effectivement, le 13e, c'est la lutte contre les changements climatiques. Et quand on parle de l'augmentation des températures, il y a des études qui ont montré que finalement, globalement, il y a une corrélation entre l'émission des gaz à effet de serre et cette hausse des températures. Voilà. Donc là, alors, je parlais d'un mini-book, un livre blanc tout à l'heure sur la partie GreenOps. Là, en fait, vous avez en face de vous, finalement, un petit peu tout le fond du prochain livre blanc qu'on va sortir et qui va s'appeler justement Green by Design, la part du logiciel embarqué, sur lequel il y aura aussi tous les liens vers les sources des éléments que je suis en train de présenter. Voilà. Alors, quelques chiffres et puis une trajectoire ambitieuse. Vous le savez, il y a, là aujourd'hui c'est avéré, il y a 1,2 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Et grâce aux accords de Paris, ou pendant les accords de Paris, en fait, il y a 195 pays signataires qui se sont engagés à lutter contre ce changement climatique et à mettre en place des programmes pour aller vers finalement une neutralité carbone à une plus ou moins grande échéance. Et à l'échelle de l'Union européenne, donc c'est moins 55% en 2030 et une neutralité carbone en 2050. Voilà. Donc c'est ambitieux et c'est pas en 2049 qu'il faudra se poser les questions. Et donc on est pleinement engagé dans ce sujet. Voilà. Donc ça c'était, bon, je dirais, la première partie de cette présentation où je dirais il n'y a plus de débat sur le fait de pouvoir mettre en place des choses. Et d'ailleurs, certaines choses sont déjà en action. Là, voilà, ça tombe bien. Je pensais justement à des exemples pour pouvoir vous les montrer. Il n'y a pas que le numérique aussi qui s'engage. Voilà, je présentais le verre, le fait qu'ils sont en carton et recyclables fait partie des différentes initiatives. Bref. Alors après, du point de vue business, clairement,
Alors ça date de juin 2022. Là, il y a eu une enquête qui a été faite auprès d'un certain nombre d'entrepreneurs européens. Et vous voyez que les chiffres sont sans appel. C'est que 94% d'entre eux pensent que c'est important pour la survie de leur boîte, et que même pour pouvoir recruter, on n'en est pas très loin, c'est 93%. C'est quelque chose d'important de s'engager effectivement dans cette voie-là. Ah. Voilà, donc maintenant qu'on a compris que c'était important, finalement, si on se focalise un petit peu sur la tech et l'empreinte environnementale de la tech, de quoi on parle? Alors je vous l'ai dit en introduction, en fait on penserait plutôt à d'autres secteurs qui semblent plus émetteurs, etc. Et bien en fait, attention, parce que effectivement, là, chiffre à la pluie, donc ça c'est lié à Numéum, hein, on a cité, alors c'est le nouveau nom de Syntec Numérique, qui a lancé une fac là, sur tout ce qui est numérique, l'impact du numérique, l'impact environnemental du numérique. Et donc là, les chiffres que je vous sors viennent de là. Et globalement, je vous laisse les lire. On est loin d'être négligeable, et surtout, on le verra après, on est en évolution assez importante. Peut-être ce qu'on peut voir, et ce qui l'ordre de grandeur, c'est qu'en gros, si le numérique était un pays, en gros, il serait émetteur il aurait un impact de 2 à 3 fois la France, ce qui est loin d'être négligeable. Vous pourrez en convenir. Voilà. Autre sujet, autre point, c'est toujours bien les chiffres, ça permet d'avoir des choses. Voilà, c'est 2300 km ou 2250 km en voiture par an et par habitant. Vous voyez que c'est loin d'être négligeable. Ensuite, sur la partie progression, donc là vous avez un site, source Green IT, là, qui a fait des études et voilà, avec des chiffres à l'appui par rapport à la tendance. Et vous voyez que la tendance, elle est en train de s'accélérer. Et comme les autres secteurs aussi sont plutôt dans une logique de descente, eh bien cette part aura tendance mathématiquement à augmenter. Donc si on ne fait rien, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Donc il est important d'avoir ça en tête. Alors maintenant, la tech, quand on va voir justement par rapport au numérique, quelles sont nos marges de manœuvre pour aller vers quelque chose de plus vertueux, eh bien l'idée c'est à la fois d'avoir une vision globale du système et de ses sous-systèmes. Donc ça c'est important de prendre en compte l'ensemble des éléments qui vont constituer finalement votre système numérique. Voilà, et on voit bien que, d'ailleurs, on est au CIDO aujourd'hui avec la partie IoT et les objets connectés, donc ils sont cités là, et on voit qu'on a à la fois la partie cloud, les objets connectés, les différents terminaux, et puis une infrastructure de réseau, de communication pour pouvoir mettre tout ça en musique. Voilà. Et finalement, c'est au niveau de chacun de ces sous-systèmes que l'on va pouvoir s'intéresser finalement à aller vers quelque chose de plus vertueux. Également, ce qui est important dans une démarche finalement d'analyse et de se dire que finalement chacun a sa part à jouer à l'intérieur de cet impact, eh bien, il va être intéressant finalement de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de l'ensemble de ces sous-systèmes. Voilà. Et donc on va parler de la partie conception, fabrication, usage, recyclage et fin de vie à l'intérieur de finalement cette analyse d'impact. Voilà. Alors juste une information pour vous. Sachez que, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas en première approche, la fabrication c'est quelque chose qui concentre pas mal de la part justement de cet impact environnemental sur la partie numérique. Et on le voit, c'est entre 59 et 84%. Enfin, ça dépend des pays, ça dépend de comment c'est fait, etc. C'est pour ça que la plage est assez large. Mais typiquement, voilà, la fabrication est une des étapes importantes de cet impact du numérique. Voilà. Alors le green by design, vous voyez, on a une approche un petit peu, on regarde un petit peu large, et puis maintenant on est en train vraiment de se focuser sur le sujet et de parler de cette fameuse green by design et donc de l'éco-conception en bon français.
Qu'est-ce que c'est que ce Green by Design? Donc, comme je vous disais en introduction, c'est l'idée que dès la conception d'un système, hein, je vais au-delà d'un produit, hein, on a bien compris, on est en train de parler d'un système dans lequel on va avoir un certain nombre de sous-systèmes sur lequel il va falloir avoir cette analyse d'impact. Et donc c'est dès la partie conception qu'on va réfléchir finalement à, on va analyser l'impact que va avoir le système que l'on est en train de construire. Et finalement, si on le traduisait, on en donnait une définition, c'est un système qui aura été éco-designé, c'est un système qui aura été conçu pour minimiser son impact environnemental. Voilà, avec la partie éco-design ou éco-conception. Alors je vous ai mis ce petit schéma parce que vous l'avez déjà vu avant, et c'est important parce que finalement, lorsque on va avoir cette étape de conception, la conception, c'est pas uniquement la conception dans le sens architecture, développement et mise en production. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui va être derrière de la fabrication et de l'usage, du recyclage, peut-être même du reconditionnement pour repartir sur une seconde vie, on va dire, pour allonger la durée de vie. Et voilà. Donc ça, dans la partie Green by Design, c'est ça qui est la définition finalement du Green by Design. Et dans cette éco-conception, on va avoir deux choses. Donc déjà sur la partie cycle de vie, je vous ai présenté ça, et aussi sur quelque chose qui est complètement multicritère, puisque on prend en compte aussi tout ce qui est utilisation de matières premières et impact finalement de l'utilisation de ces matières premières. Voilà. Après, bon, vous avez pléthore, et encore une fois, lorsqu'on sortira ce livre blanc, vous aurez pas mal de liens vers des sources importantes et intéressantes, notamment sur l'ADEME, hein, qui met en avant un outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est complètement normé d'ailleurs, et qui permet d'analyser globalement, de donner une méthodologie pour pouvoir développer un produit éco-conçu ou un système complet éco-conçu. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans le domaine du numérique, hein, ça va au-delà de ça. Alors, le logiciel embarqué dans tout ça. Parce que depuis tout à l'heure, vous m'écoutez, vous savez que je vais parler de logiciel embarqué, mais j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Donc regardons un petit peu ensemble. Alors pour cerner le sujet, le logiciel embarqué, on en retrouve partout, vous êtes d'accord avec moi, quels que soient les domaines d'application. Alors on a coutume de dire que le logiciel embarqué, c'est finalement quelque chose qui ne va pas s'exécuter sur un ordinateur, un serveur, voire même pas sur une tablette ou un mobile. Voilà, donc on cerne un peu le sujet. On se dit, qu'est-ce qui reste? En fait, il reste énormément de choses, puisque tout système électronique dans lequel on va retrouver un petit peu d'intelligence, vous savez très bien qu'on va retrouver du logiciel embarqué avec plus ou moins de fonctionnalités et plus ou moins d'intelligence. Donc, je dirais des micros plus ou moins puissants pour pouvoir faire fonctionner tout ça, puissants et ayant après un impact sur la consommation énergétique, etc. Mais on va revenir là-dessus. Donc voilà, donc en gros, on va se retrouver dans tout un tas de domaines d'application par rapport à ces différents logiciels embarqués. Bon, ça c'est un slide que je vais sauter, je ne veux pas vous faire l'affront de vous faire la définition, etc. C'est pas important. Alors, quand on a réfléchi à la question, on se dit, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de la petite goutte d'eau au milieu de l'océan? Parce que finalement, le logiciel embarqué, au milieu de tout ce qu'il y a à faire pour réduire l'impact environnemental, finalement, est-ce que ça a beaucoup de pertinence? Oui et non. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que on est parti du principe que c'est pas parce que l'impact va pas être significativement important qu'il ne faut pas le traiter. Parce que finalement, la somme de petites choses va pouvoir effectivement être dans le bon sens. Et alors, on a trouvé des citations, hein, c'est pas très vieux d'ailleurs. Il y a, je pense que tout le monde connaît Solar Impulse, qui est donc l'avion solaire qui a pu faire le tour du monde. Et il se trouve qu'il y a une fondation qui s'appelle la fondation Solar Impulse, qui a sorti un document et qui a justement bien mis en avant la responsabilité malgré tout du logiciel par rapport au système, sur lequel le système, déjà le logiciel embarqué, a un impact fort notamment sur une consommation énergétique, mais on va revenir dessus après. Et également sur le fait que le logiciel embarqué, et là ça sera une dimension qui nous
qui nous tient beaucoup à cœur chez Smile, c'est la partie open source, qui permet, c'est un des vecteurs, qui permet finalement d'assurer, d'aller au-delà de l'obsolescence d'un composant matériel pour en assurer la maintenance au-delà même de... Enfin voilà, je vais revenir dessus. Voilà, donc finalement, bah oui, le logiciel embarqué, on pense que ça a un impact intéressant à traiter pour la partie, pour cet aspect environnemental. Puis bah, on s'est creusé la question, on s'est dit bon alors comment est-ce qu'on va présenter ça, tout ça, et puis bon, on est des geeks un peu chez nous, et puis on aime bien l'open source, donc Twix, là, la petite figurine de Linux, on l'aime bien. Et il se trouve qu'il y a une représentation là, et en plus, il y en a un qui m'a dit dans mon équipe, il m'a dit, bah, en plus, il est vert. Je dis, bon, bah, c'est bon, le petit bonhomme vert va pouvoir nous expliquer un petit peu comment coder vert. Et puis, bah, comme il inverse un petit peu les mots, eh bien, on va l'écouter pour comprendre un petit peu comment on peut coder vert ou vert, tu coderas. Bref. On aime bien aussi les choses un petit peu classifiées, donc en y réfléchissant, on a pu classifier en 3 parties. Il va y avoir une première partie qui est, alors comment on la présente après, ouais, plutôt une partie méthodologie dans la conception des logiciels embarqués. Comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement aller vers quelque chose de vertueux. Le comment aussi au niveau du codage lui-même. Comment est-ce qu'on va coder et on va voir ça ensemble. Et puis en termes de fonctionnalité à l'intérieur d'un système, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller vers quelque chose qui va nous aider dans notre aspect vertueux. Voilà, donc on les a présentés comme ça. Donc vous voyez qu'il y en a 4 côté méthodologie, il y en a 3 au niveau codage et 3 au niveau fonction. Et je me propose de vous les détailler maintenant. Donc la première, ça concerne la dette technique. Est-ce que vous savez ce qu'est la dette technique? Non. Oui, certains le savent, je vois dans les visages. Donc la dette technique, en gros, c'est à mesure qu'on va pouvoir coder, à mesure qu'on va rajouter des fonctionnalités, à mesure que le produit logiciel va évoluer dans le temps, finalement, à la fois, oui, on fait grandir ce logiciel, mais on peut introduire une dette quelque part, parce que c'est difficile à maintenir, c'est difficile à rentrer dedans pour un nouveau développeur, et quelque part, en même temps de développer, on est en train de créer de la dette si jamais on ne maîtrise pas cette dette technique. Et donc quelque part, on va être obligé pour pouvoir... Alors l'illustration qui avait été qu'on mettra là dans le livre blanc, c'est la recherche de bugs en fait. Vous avez un bug, d'accord, dans un système qui a été maîtrisé au niveau de la dette. Quelque part, c'est assez lisible. Vous allez pouvoir retrouver vos informations facilement. A contrario, si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez un bug, pour pouvoir le reproduire, ça peut être très compliqué. Et vous allez devoir mettre en œuvre un certain nombre de tests, ou de l'illustration qu'on a, c'est en gros une batterie, par exemple, de système que vous allez mettre sous test pour pouvoir reproduire votre problème. Et donc là, on sent bien que vis-à-vis de l'empreinte environnementale, c'est pas bon. Donc en gros, maîtriser la dette technique, c'est quelque chose qui nous semble important et aller dans le bon sens. Je vous préviens, ce qu'on vous présente, c'est pas non plus des choses qui sortent, voilà, mais par contre qui vont dans le bon sens. Et si on a ces 10 commandements sous la main, ça va nous aider. Le test à distance. J'ai encore parlé à mon directeur technique, plus de 30 ans d'expérience. Mon équipe sait de qui je parle. Et qui me disait que, à un moment de sa carrière, il avait eu à travailler sur un système, etc., avec des gens au Vietnam. Et c'était aberrant parce que pour pouvoir tester, pour pouvoir faire de l'intégration, etc., les gens étaient obligés de se déplacer en permanence. Et il n'était jamais venu à l'esprit en fait, de pouvoir faire du test à distance du système. Et ça aurait évité un nombre de déplacements incalculable. Et donc effectivement, mettre en place une infrastructure de développement qui permet effectivement de faire du test à distance, clairement ça va dans le bon sens et ça va vous permettre effectivement d'aller vers quelque chose de plus vertueux. Ça facilitera le développement, ce sera aussi bien. Le juste nécessaire, tu privilégieras. Bon, ça c'est assez logique, et c'est assez logique vis-à-vis... Alors,
à la fois en termes de temps de développement, c'est pas la peine. Alors qui peut le plus peut le moins, bien entendu, sauf que qui peut le plus va avoir des impacts sur le dimensionnement de votre équipe logicielle, donc forcément, voilà, l'équipe logicielle, et également sur le micro que vous allez utiliser, toute la partie électronique que vous allez utiliser. Donc effectivement, pouvoir se restreindre au juste nécessaire par rapport à votre produit, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens. Et là, alors on peut citer, parce que je parlais de méthodologie, pourquoi est-ce qu'il a mis ça dans la méthodologie? Bah, bien souvent, on se rend compte que finalement, ce qu'on va retrouver dans le produit, c'est quand même très lié à la méthodologie qui aura été employée. D'accord? Donc au départ, on peut très bien faire une liste complètement exhaustive de tout ce que les gens auront en tête et qui pourrait être implémenté. Et puis bah, après, on va dégraisser. On va dégraisser par rapport à... Alors bien sûr, il y a des outils, des méthodologies comme l'analyse de la valeur qui peuvent nous aider, où on se rend compte que finalement une fonctionnalité, bah, elle va être tellement peu utilisée que c'est pas la peine de la développer. Et puis il y a aussi tout ce qui est méthode agile qui peuvent aider également, parce que finalement plutôt que de partir sur un développement long, complètement à 100% de tout ce que tout le monde voudrait, bah, finalement on fait quelque chose d'un petit peu plus minimaliste au départ et on vient l'enrichir en fonction au fur et à mesure de la vie du projet sur des besoins qui sont clairement exprimés et clairement nécessaires. Voilà. Donc ça peut aider et aller dans le bon sens. Là, on parlait de méthodologie. Et enfin, sur la partie méthodologie, alors l'open source, tu plébisciteras. Alors je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur là, chez Smile, hein, ça fait partie de notre ADN. L'idée derrière ça, c'est que effectivement, alors sur la partie open source, j'ai déjà parlé sur la partie obsolescence de matériel et effectivement le fait d'avoir la capacité, en ayant accès aux sources, que même sur un ancien matériel, d'être capable d'intervenir et de pouvoir allonger sa durée de vie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, l'open source, c'est quoi? L'open source va vous permettre d'avoir un certain nombre de frameworks sur des fonctionnalités les plus usitées, sur lesquelles il y a des communautés qui ont travaillé et qui fournissent finalement ces frameworks. Et la part du développement de votre produit va être que du spécifique. Donc on voit bien qu'il y a de la réutilisation qui est faite à outrance sur des aspects communs et on ne va développer que du spécifique. Et ça va dans le sens, effectivement, où on va mettre des efforts uniquement sur le spécifique. Au niveau du codage, alors la programmation spaghetti, tu banniras. Alors au départ, bon, le côté spaghetti, c'était un petit peu plus parlant. Et là, on parle d'architecture finalement. Et partir sur une architecture qui soit modulaire, sur laquelle on a une facilité d'analyse, ça va revenir un petit peu sur la dette technique au départ, mais la dette technique n'est pas que sur la partie architecture. Il y a plein de sujets dans la dette technique. Mais sur la partie programmation ou architecture, le fait d'avoir quelque chose qui soit bien maîtrisé, avec des interfaces bien claires, modulaires, où on va pouvoir faire de la montée fonctionnelle plus simplement et faire de la réutilisation également plus simplement, va dans le sens de cet impact vertueux. Alors, est-ce que vous le saviez? Le langage de programmation a un impact. Alors, il y a des études, encore une fois, vous aurez les sources à l'intérieur de notre livre. Il y a une étude qui a été faite sur le même développement, enfin la même fonctionnalité. Si je la code en langage C, en C++, en Python, en Java, en Rust, etc., finalement, quel sera l'impact que l'on va pouvoir avoir par rapport à l'efficience de notre langage? Et c'est assez intéressant. Et effectivement, si on regarde, alors je peux peut-être prendre des extrêmes, hein, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais dans les extrêmes, si vous êtes spécialiste du Python, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Par contre, effectivement, si vous pouvez le restreindre à des choses qui ne vont pas être dupliquées à des millions d'exemplaires, ce serait bien. Donc effectivement, faire du Python pour faire un petit programme de test, etc., c'est pas mal. Par contre, mettre ça dans de l'embarqué et des millions de pièces embarquées, ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, utiliser du langage C, ça, c'est pas mal. Le Rust, qui est en train de monter pas mal actuellement, c'est plutôt vertueux également. Puis après, il y a tout un tas d'autres langages. Mais en gros, voilà. Aujourd'hui, je ne cite que ceux-là. Mais
mais ça a un impact, et ça a un impact notamment sur le dimensionnement du matériel que vous allez avoir derrière. Alors, une optimisation du code tu mèneras, bon ça c'est assez évident. Une fois qu'on a développé quelque chose, si en plus on est capable de faire la même chose mais pour moins, là on rentre un petit peu dans la partie Green IT. Eh bien, ne pas négliger cette étape-là, parce que on le verra après, c'est celui-là, parce que je l'ai gardé pour la fin, j'ai gardé le meilleur. Ça ira dans le bon sens sur le choix du matériel et également sur la consommation d'énergie. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, les fonctionnalités que vous allez pouvoir embarquer à l'intérieur de votre système. Tout simplement, des mises à jour tu permettras. Alors c'est vrai que de plus en plus, les systèmes, on peut les mettre à jour. Privilégier une mise à jour à distance, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, on peut faire cette mise à jour sans se rendre sur place, ça évitera des déplacements. Donc ce sont des choses qui sont à privilégier et qui pourraient, voilà, sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de produits, voire beaucoup plus, éviter des déplacements inutiles. Également, sur les fonctions, une maintenance à distance. Donc sur des systèmes industriels, on peut imaginer la petite camionnette du technicien qui va faire son intervention et faire sa maintenance. Terminé. Aujourd'hui, on est capable, avec un certain nombre de toutes les communications qui sont à notre disposition, de finalement faire un certain nombre d'interventions à distance. Et ça fait partie des fonctionnalités qu'on peut imaginer dans un système embarqué industriel. Et enfin, le dernier, mais ça c'est presque le plus évident, c'est que un système, de par sa consommation énergétique, va avoir un impact très fort sur son impact environnemental. Et là, alors il y a des choses extrêmement intéressantes, parce que tout à l'heure je parlais d'optimisation du code, je parlais du juste nécessaire, etc. Ça, je l'ai déjà traité. Par contre, sachez-le, aujourd'hui, voilà, sur la frugalité énergétique, on le sait très bien, ça est déjà arrivé, ça vous est peut-être même déjà arrivé. Vous faites une mise à jour, on vous propose une mise à jour même de votre téléphone ou un truc comme ça, et du jour au lendemain, au lieu de tenir 2 jours, finalement il tient une demi-journée la charge. L'impact du logiciel. Ah ouais, en fait le logiciel c'est important. Et effectivement, en fonction de comment vont être traitées les phases de veille, les phases de réveil, ou les phases de deep, quand on est complètement endormi, et bien deep sleep, voilà, c'est quelque chose qui peut avoir un impact extrêmement fort sur la vie du produit, sur la durée même de vie, si jamais il est sur batterie, etc. Et vous avez aujourd'hui des architectures matérielles qui permettent justement de ne consommer que très peu en veille. Et finalement, vous vous retrouvez bien souvent avec un système qui va être constamment off. Voilà. Et puis quelquefois, il va se réveiller pour le juste nécessaire pour pouvoir faire la fonction. Bon, ça, typiquement, ça fait partie des réflexions à avoir, etc. Et puis, voilà, franchement, la partie logicielle, c'est ce qui va pouvoir traiter ça. Donc voilà les 10 commandements par rapport au logiciel embarqué. Si vous avez en tête un sujet qu'on n'aurait pas traité, eh ben je peux vous demander d'intervenir. N'hésitez pas. Ou venez sur notre stand tout à l'heure. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Bon, en synthèse, ça je passe, parce que c'est finalement un petit peu redit. Ouais. Et puis Cédric, je te laisse la parole pour la fin, le meilleur pour la fin. Ok, merci. Il y a un slide ou non, c'est juste ça Ah, pardon. Super. Alors, juste avant de dire qui nous sommes, je pense que ce qui est important, c'est que la démarche pour optimiser la consommation énergétique du numérique ne fonctionnera que s'il y a un business autour. S'il n'y a pas de business, ça ne marchera pas. Et pour ce faire, le gouvernement est en train, parce qu'on en discute au sein de Numéum, est en train de préparer un certain nombre de lois qui va obliger les entreprises à avoir une démarche autour de tout ce qui est sustainability, et qui va donc développer tout un écosystème d'acteurs et d'actions pour optimiser au maximum sa consommation énergétique. Et on le voit déjà sur certains secteurs ou sur certains appels d'offres.
C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des acteurs du cloud, maintenant il y en a deux qui sont présents au salon, qui sont AWS et Microsoft, ont déjà préparé un certain nombre d'outils pour aider les entreprises à savoir comment ils consomment en termes énergétiques en utilisant les services de ces providers dans le cloud. Et on va aussi demander aux ESN, dans le cadre des projets, de pouvoir garantir et de mettre en place un certain nombre de méthodes pour, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, pour lorsqu'on est amené à développer des solutions pour nos clients, essayer de faire ce peu, de consommer le moins possible d'énergie. Et ça, je crois que c'est important. Alors, un des points. Allô, allô. Ouais. Ouais. Vous m'entendez là? Ouais. Un des points de toute façon très importants dans cette démarche de numérique responsable, c'est la communication en fait. C'est la prise de conscience et la communication. Donc quelque part, l'objet aussi de cette présentation, c'était de participer à ces éléments de partage et de prise de conscience par rapport à cet impact du numérique. Et on l'a par exemple, un bon exemple je trouve, c'est le projet d'Alkia, que tout le monde doit connaître en termes de nom, où on les a accompagnés, pas sur la partie embarquée, mais sur la partie digitale. Et comment le site de la société peut être redéveloppé et adapté pour consommer le moins d'énergie possible. Donc ça touche vraiment tous les secteurs de l'IT. La partie UX, UI, la partie hébergement, infogérance sur la partie cloud que je le citais précédemment, sur la partie embarquée, sur la partie consommation aussi de données sur les réseaux. Donc vraiment, tous les secteurs sont concernés. Et c'est pour ça, et ça m'amène à présenter un petit peu l'activité, que chez Smile, on est fortement concerné parce que la société est une société qui, à travers notre offre de services, couvre toute la chaîne de la donnée. On va travailler dans l'embarqué. Ah, je ne savais pas qu'il était là. Je le cherchais. Voilà, c'est super, c'est ce qu'il faut comme slide. Et nous, on est super concernés parce qu'on s'occupe de toute la chaîne. Donc là, aujourd'hui, on est présent sur ce salon et Christophe est intervenu sur la partie embarquée. Voilà. Mais, excusez-moi, on a aussi une très forte expertise sur tout ce qui est infogérance et hébergement de services digitaux, soit en probe dans nos data centers, soit avec nos partenaires cloud. On travaille beaucoup aussi sur le développement d'applications métiers, sur ces données voilà, qui remontent, et donc sur améliorer les processus internes à travers les applications métiers qu'on développe, mais aussi tout sur la partie front digitale, site e-commerce, site web. Et l'impact, et on est organisé en interne chez nous, de manière transverse, il y a une personne donc, à travers Véronique qui s'occupe sur l'ensemble de cette chaîne de mettre en place des outils, des méthodes pour, dans le cadre de nos projets, faire en sorte qu'on consomme le moins possible d'énergie, que dans les projets de nos clients, soit pris en compte tout ce qui est impact du numérique. Et donc pour nous, c'est vraiment extrêmement important et ça va devenir un point fort de notre ADN en plus de l'open source. Alors effectivement, il y a un groupe de travail numérique responsable qui est en place chez nous. Véronique en est l'animatrice. Et chaque métier de Smile s'engage dans ce groupe de travail. Donc moi, je suis le représentant pour la partie embarquée IoT. Et chacun, justement, sa part. C'est pour ça que, d'où cette présentation, la part, finalement, de l'embarqué. Alors, on aurait pu aussi parler d'IoT, mais ça paraissait intéressant de présenter ces sujets-là, sachant que, bien sûr, on a pas mal focalisé sur consommation d'énergie, mais globalement, il n'y a pas que ça. Ça va au-delà de la consommation d'énergie, même si la consommation d'énergie, c'est quelque chose d'important, et notamment au niveau de l'usage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce que j'ai pu vous présenter sur la partie cycle de vie, les matières premières, les machins. Tout ça sont des choses aussi qui rentrent en jeu. Maintenant, c'est sûr et c'est vrai, dans la partie, nous, on va dire de logiciel, que ce soit au niveau d'un cloud, d'un serveur ou même dans un objet connecté, sa consommation, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et on est d'autant plus concerné quand on voit le coût. On a des data centers en propre. Il y a un impact très très fort avec l'augmentation des coûts en ce moment. Et donc, on se doit aussi d'optimiser. Donc si on ne le fait pas pour le green, on le fait pour le porte-monnaie. Voilà. Après clairement, quand on revoit finalement les 10 commandements en gros qu'on a pu proposer,
on se rend compte qu'on est sur des... C'est pour ça que je disais, voilà, on n'a pas... c'est pas une révolution en fait. C'est juste que ces sujets-là qui vont aussi dans le sens d'être capable d'aller simplement modifier un logiciel, de minimiser son coût. Finalement, en fait, on se rend compte que aller faire du vertueux, ça reprend des éléments qu'on connaissait déjà du point de vue optimisation budgétaire, quelque part, et simplification de ces aspects sur des aspects logiciels. Et Voilà. ça aura un impact demain, voilà, on le voit sur le prix, sur l'immobilier, où demain on ne pourra plus louer des logements qui consomment trop en termes d'énergie. Eh ben, ça va arriver aussi sur les appareils. Hein, on ne pourra pas commercialiser un certain nombre d'appareils qui vont consommer trop d'énergie. Donc il y aura un impact vraiment sur toute l'économie. Et c'est pour ça que dès maintenant, il faut s'y préparer à voir la démarche et les méthodologies. Voilà, on est quasiment à la fin du temps qu'on avait prévu pour ce workshop. Alors, qui dit workshop dit atelier. Normalement, voilà, on peut vous laisser, je pense, la parole. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, on est ouvert, open, pour vous écouter, voilà, nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on a pu vous présenter. Et puis au-delà de ça, je réitère que notre stand est juste à côté. Donc venez nous voir, venez nous interroger, venez nous embêter sur la présentation qu'on a pu vous faire. Ce sera avec plaisir qu'on pourra interagir avec vous. Puis si vous souhaitez nous confier un de vos projets, évidemment, on est preneur. Bon, pas de questions. Je peux vous donner... On va donner le micro, ouais, parce que je pense que... Je vais vous donner mon micro. Merci, bonjour. Au-delà du cadre législatif qu'il va y avoir sur l'obligation des entreprises... Apparemment, il ne faut pas vous donner notre micro. Ah. C'est bon là? Ah ouais. Je recommence. Désolé. Au-delà du cadre législatif qui va obliger les gens justement à avoir cette prise de conscience obligatoire sur le green, aujourd'hui vous avez concrètement des clients qui viennent vous voir avec... Dalkia, typiquement. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que c'est... Oui, clairement, oui. Alors, ils vont faire ça par obligation ou ils ont une vraie prise de conscience aujourd'hui? Il y en a deux. Alors, en fait, aujourd'hui, dans les appels d'offres, de plus en plus, il y a cet aspect impact du numérique responsable. Alors là, on a beaucoup focalisé sur des aspects impact environnemental, mais en fait, ça s'inscrit globalement dans la RSE. Et le numérique responsable, c'est quelque chose qui aujourd'hui est regardé dans les appels d'offres et sur lequel il y a des exigences sur justement la politique environnementale et RSE de l'entreprise pour pouvoir répondre correctement et être sélectionné dans les appels d'offres. Bon, au-delà même de la partie fonctionnalité visible, Dalkia en est un, et là c'est très visible, donc là il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, mais même en dehors de ça, dans les appels d'offres aujourd'hui, vous avez un certain nombre de critères qui vont vous faciliter le fait de gagner ou pas le projet en fonction justement de votre engagement en termes de numérique responsable. Oui. Il y a beaucoup de contraintes qui vont arriver du gouvernement. Ça se prépare. On le sait parce qu'on en discute au sein de Numéum. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt des entreprises qui sont déjà sensibles, c'est dans leur ADN. Et donc, ils cherchent des entreprises comme les nôtres, voilà, qui ont cette même démarche. Mais ça va s'accélérer parce qu'il va y avoir un certain nombre de contraintes qui vont arriver du gouvernement. Mais on le voit aussi dans la finance, hein, pour les investissements. Hein, il y a des labels qui sortent sur des entreprises qui sont cotées. Et la plupart des entreprises doivent faire une démarche de montrer comment ils consomment, les démarches qu'ils mettent en place au niveau RSE, ce genre de choses. Donc ça démarre, mais ça va s'accélérer, ça c'est évident. Et sur le marché, il faut que ça se structure en termes d'outils. Donc je parlais des acteurs du cloud hein, qui mettent à disposition, mais là c'est le début aussi, hein, mais il y a déjà des premières briques qui arrivent qui vont vous aider et nous aider aussi à concevoir et de savoir évaluer la consommation des ressources
et de leur impact qu'on est amené à utiliser, et d'optimiser ces ressources. Hein. Ça va conjointement avec ce qu'on appelle le FinOps. Hein, voilà. Donc on en est au début, mais oui, on commence à être sollicité. Et pour nous, en tout cas, c'est stratégique. Et ça va avec notre ADN et notre philosophie autour de l'open source qu'on a dès le départ. Et clairement, même au-delà du législatif, je pense que les deux chiffres là sont intéressants parce que d'un côté, globalement, on comprend qu'il y a du business, et de l'autre côté, après, il y a même du point de vue de l'image, en fait. L'image au niveau des entreprises, le marché va faire que la prise de conscience, et je pense que ça y est, on y est, la prise de conscience au niveau public, naturellement, les gens vont aller plus vers une société, une offre qu'une autre, en fonction justement de critères plus de responsabilité et de vertuosité. Est-ce que vous imaginez un surcoût justement par rapport à cette démarche? Alors, oui, on s'est posé la question. Après, pas sûr. Parce qu'en fait, comme on a vu que peut-être qu'il y aura un surcoût, effectivement, mais qui sera compensé finalement par les optimisations qu'on pourra faire. Et clairement, voilà, GreenOps, FinOps, ça va ensemble. C'est-à-dire que quelque part, oui, ce qu'on aura, peut-être qu'en termes de conception, oui, on aura peut-être mis plus de temps, plus de réflexion, etc. Donc là, ça va avoir un impact, notamment sur le build. Par contre, vis-à-vis du run, et je peux dire la même chose sur même un développement logiciel, c'est que finalement, ce que vous allez gagner derrière en même réduisant, regardez ce que je vous disais sur le juste nécessaire, tu te focaliseras. Quelque part, peut-être que derrière, vous allez gagner quelques centimes, dizaines de centimes, voire un peu plus sur les composants que vous allez utiliser, donc sur vos bill of material. Et finalement, ce que vous avez, entre guillemets, comme surcoût d'un côté, vous allez le retrouver de l'autre. Donc globalement, moi, je reste assez confiant sur le fait que ça aura tendance à s'équilibrer, voire même, ça pourrait être même intéressant du point de vue coût. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et puis, bonne continuation au SIDO.